Tout fan qui regarde la Formule 1 avant ou après 2015 connaît ce nom, Jules Bianchi. Il y a 7 ans, nous quittait l'un des plus grands espoirs français de la Formule 1 à l'âge de 25 ans. Revenons ainsi sur la carrière d'un pilote qui n'aura jamais pu éclater au grand jour. Jules Bianchi naît le 3 août 1989 à Nice. Il est le petit-fils de Mauro Bianchi, ex-pilote automobile, qui a notamment couru les 24 heures du Mans plusieurs fois et qui aurait dû courir un Grand Prix en Formule 1 en 1968 avec Alpine. Il a également roulé en rallye. Jules Bianchi est aussi le petit-neveu de Lucien Bianchi, pilote connu, lui, pilote de Formule 1 entre 1960 et 1968. Il est monté sur un podium à Monaco en 1968 et a remporté les 24 heures du Mans la même année chez Ford avec Pedro Rodriguez. Vous l'aurez compris, Jules Bianchi est né dans une famille de passionnés de sport automobile. Son destin était déjà tout tracé. Jules Bianchi débute alors en karting à l'âge de 3 ans et demi en 1993. Ses premiers résultats ne sont pas exceptionnels faute de matériel. Toutefois, il continue et commence la compétition en karting 6 ans après, en 1999. C'est en 2004 que Jules Bianchi va éclore. Il remporte le titre de champion de France junior de karting et est également vice-champion d'Europe junior en karting la même année, tout en 2004. En 2005, il sera sacré champion d'Asie-Pacifique de karting. En 2006, il sera vice-champion de la Coupe du monde de karting. C'est après cette saison 2006 que Nicolas Todd repère Jules Bianchi et devient son manager à la fin de l'année. Cela permettra à Jules Bianchi d'évoluer dans le sport automobile. Jules Bianchi débute alors en monoplace en 2007. Et ses débuts sont convaincants puisqu'il devient champion de France de Formule Renault dès ses débuts en monoplace en 2007. Il débute en 2008 en Formule 3 Euro Series. Il finira 3e de sa première année et redoublera dans la catégorie en 2009. L'année suivante, en 2009, ce sera la bonne année. Il sera champion de Formule 3 Euro Series avec l'équipe Art Grand Prix. L'année 2009 sera un tournant pour la carrière de Jules Bianchi puisqu'il sera le premier pilote à rejoindre la Ferrari Driver Academy, ce qui veut dire qu'il sera soutenu par Ferrari et qui financera ses futurs baquets. Assez logiquement, Jules Bianchi grimpe en GP2 Series, soit la deuxième division avant la Formule 1, et toujours dans l'équipe Art Grand Prix. Et malgré qu'il ne remporte aucune victoire, Jules Bianchi termine 3e du championnat. C'est honorable. Il redoublera dans la catégorie en 2011. Toujours chez Art, il remportera sa première et sa seule victoire en GP2 Series à Silverstone et terminera à nouveau 3e du championnat, derrière Romain Grosjean et Luca Filippi. Cette même année, toujours chez Art Grand Prix, il participera à la GP2 Asia Series et il finira vice-champion derrière à nouveau Romain Grosjean. Un championnat qui se court sur 4 courses, puisque 4 des 8 courses initialement prévues sont annulées suite aux manifestations de Bahreïn, qui avaient aussi provoqué l'annulation du Grand Prix de Formule 1 en 2011. Après un passage éclair en Formule Renault 3.5 Series en 2009, il revient dans la catégorie à temps plein en 2012 et finira 2e du championnat. Une finale de championnat contestée puisqu'après avoir dépassé le néerlandais Robin Franz sur le circuit de Barcelone, alors prétendant au titre et leader du championnat, Robin Franz le tassera au virage 4 et Jules Bianchi sera contraint à l'abandon. Robin Franz recevra une simple pénalité de temps alors qu'il aurait pu avoir une disqualification. Jules Bianchi méritait le titre tout de même. À vrai dire, les rumeurs d'un début en Formule 1 de Jules Bianchi datent de 2009. Eh oui. Et en plus, c'était directement chez Ferrari. En effet, en Hongrie, Felipe Massa va se blesser gravement. Il va être remplacé par Luca Badoer, sauf que celui-ci est tellement mauvais qu'il va être remplacé par Giancarlo Fisichella. Oui, ça c'est l'histoire vraie, mais derrière, il y avait une rumeur comme quoi Jules Bianchi, qui en était à sa deuxième saison en F3 Euro Series, aurait pu débuter en Formule 1 chez Ferrari. Il y avait une rumeur là-dessus. Ça ne s'est pas fait
Et je pense que c'est logique. Toutefois, l'année suivante, en 2010, Jules Bianchi devient le pilote-essayeur de Ferrari. 2 ans plus tard, il deviendra 3e pilote dans l'équipe Force India. Au début des années 2010, Jules Bianchi va tester quelques fois la Ferrari et la Force India. En début d'année 2013, Force India et Marussia n'ont toujours pas de 2e pilote. En effet, en tant que 3e pilote, et après 2 ans en GP2 Series, Jules Bianchi aurait pu débuter en Formule 1 chez Force India. Mais Vijay Mallya a préféré prendre Adrien Sutil, bien plus expérimenté que le français. Ça peut se comprendre. Jules Bianchi roulera en essais hivernaux chez Force India toutefois. De son côté, Marussia va signer le Brésilien Luis Razia, vice-champion GP2 Series 2012. Oui, mais 3 semaines après, Marussia va licencier Luis Razia. Ce n'est pas à cause du pilote, mais à cause des sponsors, qui n'ont pas payé toutes les sommes dues à l'équipe russe. Aidé par Ferrari, qui va financer son baquet, Jules Bianchi va donc signer chez Marussia pour la saison 2013 aux côtés du Britannique Max Chilton. Ce n'était pas évidemment le baquet qu'il aurait voulu, mais toutefois il débute en Formule 1 et il peut toutefois prouver qu'il a sa place en Formule 1 et faire de belles petites choses, même avec une voiture qui n'est pas capable de jouer le top 15 à la régulière. Surtout avec un coéquipier qui n'est pas très encombrant. Chilton, c'est pas le meilleur des pilotes, même en GP2 Series avant. Le début de saison de Jules Bianchi est plutôt costaud. Il finit 15e de sa première course en Australie, il finit même 13e en Malaisie et ensuite 15e en Chine. 3 top 15 en 3 courses, c'est très bien, même s'il y a des abandons évidemment, mais il devance Max Chilton sur toutes les courses. Au-delà de son équipier Max Chilton, il a d'autres rivaux, les Caterham de Charles Pic et Guido van der Garde, qui jouent la 10e place avec l'équipe russe. Les résultats de début de saison permettra à Marussia de terminer devant Caterham au championnat et d'empocher de l'argent, contrairement à Caterham qui ne recevra rien du tout puisque ce sont seulement les 10 premiers constructeurs qui reçoivent une somme d'argent de la FIA. Sur les autres grands prix de la saison, il ne fera pas mieux que 16e, il abandonnera 3 fois et finira 19e du championnat. Mais là, ce n'est pas le problème. Il devance Max Chilton quasiment tout le temps, sauf quand il abandonne, et quelques fois en course, mais bon, très rarement. Et en qualification, il ne s'est fait battre qu'une seule fois par le Britannique. C'est très solide. De sa saison 2013, on retiendra aussi cet abandon insolite au Grand Prix d'Allemagne. Sa voiture tombe en panne. Il s'arrête sur le bord de la piste, il sort de la voiture, sauf que celle-ci ne s'arrête pas. La piste est en pente, la Marussia du français traverse la piste. Heureusement, sous période de safety car, il n'y a pas eu d'accident. D'ailleurs, la Marussia, elle est passée sous le nez de Vettel. Il n'était pas très loin, le champion du monde allemand. Le français est logiquement conservé chez Marussia pour la saison 2014. Il n'y a toujours pas de place chez Force India, Hülkenberg et Perez ont signé, et chez Ferrari, Alonso et Raikkonen sont déjà là. Mais il est promis à un grand avenir chez Ferrari. Ce qui peut entrevoir un léger espoir d'amélioration des résultats de la Marussia, c'est déjà le changement de moteur. Cosworth se retire à la fin de la saison 2013 et c'est Ferrari qui donnera les moteurs à Marussia, grâce notamment à Jules Bianchi, prêté de la Ferrari à Marussia. C'est aussi le changement de réglementation. Les voitures passent à l'hybride pour la première fois de l'histoire de la Formule 1. Si Marussia réussit à construire une bonne voiture, elle peut remonter dans le classement et même peut-être jouer, qui sait, des points à la régulière. Bon, malheureusement, la voiture sera à nouveau ratée. Elle sera meilleure que ces dernières années, mais toutefois, elle ne jouera toujours pas les points à la régulière. Toutefois, la Marussia a un bel avantage sur la Caterham. Il faut dire que l'équipe russe a gagné plus d'argent la saison d'avant. Elle a pu la dépenser pour la voiture 2014, ce que n'a pas pu faire Caterham. Contrairement à la saison 2013, la saison 2014 de Jules Bianchi débute mal. Il commence sur 2 abandons, puis finit 16e, 17e et 18e, entre l'Australie et l'Espagne. C'est un mauvais début de saison pour le français. Mais bon, son équipier Max Chilton ne fait guère mieux. Nous arrivons au Grand Prix de Monaco. Le français va déjà rater ses qualifications. Il finira 19e des qualifs
et partira 21e à cause d'une pénalité. Grâce aux multiples abandons devant lui, l'accrochage entre Raikkonen et Magnussen, qui finiront tout de même la course, Jules Bianchi remonte dans les points. Il est 8e et franchira la ligne en 8e position. Toutefois, il sera pénalisé de 5 secondes pour avoir effectué un drive-through de 5 secondes sous période de safety car. Il avait eu cette pénalité pour ne pas s'être mis correctement sur la grille. Malgré sa pénalité, Jules Bianchi inscrit ses premiers et seuls points en carrière et les premiers et seuls points de l'histoire de Marussia en Formule 1. Ce qui est encore plus beau, c'est grâce à ces 2 points, Marussia n'est même plus 10e, mais remonte même 9e puisqu'il devance Sauber qui n'ont pas marqué de points. Ça aide énormément Marussia financièrement, surtout pour la saison 2015. En plus de 2 points, il nous gratifiera d'un magnifique dépassement au bureau de tabac sur Kamui Kobayashi. Après un abandon au Canada au Grand Prix suivant, il fera une série de 4 top 15 consécutifs entre l'Autriche et la Hongrie. Sa saison est complètement lancée. Quand à côté, Max Chilton ne décolle toujours pas. Nous arrivons au Grand Prix du Japon. Déjà en 2013, rien ne s'était passé comme prévu au Grand Prix du Japon. Il sort de la piste après 8 tours en essai libre, il ne se qualifie que 19e, il partira 21e à cause d'une pénalité et sera sorti dès le premier virage, percuté par Guido van der Garde. Ça n'aura pas été très loin. Là encore, comme en 2013, il ratera ses qualifications, il se qualifiera 20e, mais partira 18e et bénéficie des pénalités d'autres pilotes. Lors de ce week-end japonais, on annonce un typhon sur le Grand Prix le dimanche. Plusieurs solutions sont proposées, soit d'annuler le Grand Prix, soit de le reporter à un horaire un peu avant ou un peu après, voire même le lendemain. Finalement, la FIA décidera tout simplement de garder le Grand Prix au même horaire, au même jour. Les premiers tours de roue se feront sous safety car, sous une pluie battante. La FIA attendra de longues minutes avant de donner le départ derrière la safety car. Évidemment, on aura eu le droit à plusieurs sorties de piste, mais pas d'abandon. Au jeu des arrêts au stand, Jules Bianchi va se retrouver 3e du Grand Prix à un moment donné. Au 40e tour du Grand Prix du Japon 2014, la vie de Jules Bianchi va basculer. L'Allemand Adrien Sutil perdra le contrôle de sa Sauber et ira s'encastrer dans le mur. Rien de plus banal. Drapeau jaune. Un tracteur se ramène alors sur la piste pour dégager la Sauber d'Adrien Sutil. Le tour suivant, Jules Bianchi perdra le contrôle de sa voiture au même endroit qu'Adrien Sutil, sauf que lui ira s'encastrer directement dans le tracteur, à une vitesse complètement folle. Le drapeau rouge est alors brandi et la course ne repartira pas. Les téléspectateurs, devant leur télé en direct, ne comprennent pas encore la gravité de l'accident. On ne savait même pas ce qui s'était passé. Au moment de l'impact, Jules Bianchi a perdu connaissance. Il restera malheureusement dans cet état jusqu'à sa mort. Jules Bianchi sera transporté à l'hôpital le plus proche par ambulance, l'hélicoptère ne pouvant décoller puisqu'il faisait nuit ou presque au moment de l'accident, et en plus les conditions météorologiques ne le permettaient pas. À l'hôpital, il sera opéré d'un hématome au cerveau. La blessure est grave. Le Français a subi un traumatisme crânien grave et souffre de lésions axonales diffuses. En d'autres termes, une lésion des axones qui font partie des cellules nerveuses du cerveau. En gros, le cerveau ne fonctionne plus ou quasiment plus. Jules Bianchi restera dans le coma artificiel avant d'en être retiré quelques mois après. Il sera aussi rapatrié en France à l'hôpital de Nice. Malgré tout, le Français ne s'est toujours pas réveillé et il ne se réveillera jamais. Après 9 mois de combat, Jules Bianchi décédera le 17 juillet 2015 à l'hôpital de Nice. Il sera inhumé 4 jours plus tard. L'accident de Jules Bianchi a aussi permis d'évoluer en termes de sécurité en Formule 1. La fameuse Virtual Safety Car que personne n'aime, eh bien c'est à cause de cet accident qu'elle a été mise quelques Grands Prix après, en 2014. Le système de déploiement de la grue aussi a été un petit peu modifié. Quoique, parce que j'ai toujours l'impression que les grues arrivent sur la piste, même quand les Formule 1 sont à côté. J'ai pas l'impression que ça ait beaucoup bougé. Au début, oui, mais maintenant, j'ai l'impression qu'on est retourné comme avant.
Mais c'est surtout le système de sécurité de la tête, autrement dit le halo, qui a été mis 3 ans et demi après l'accident mortel de Jules Bianchi. Grâce à cet accident, plusieurs drames ont été évités depuis. Par exemple, Charles Leclerc en Belgique 2018, Romain Grosjean à Bahreïn en 2020 également, Guan Yu Zhou dans le dernier Grand Prix de Grande-Bretagne cette année aussi, Lewis Hamilton en Italie l'an dernier, mais aussi dans les autres catégories comme l'IndyCar par exemple qui a opté pour l'aéroscreen. Grâce à lui, un drame a été évité avec Conor Daly qui avait reçu une roue à pleine vitesse. Évidemment, en Formule 2 également, il y a eu plusieurs fois où le halo a servi, comme en Grande-Bretagne avec Roy Nissany par exemple. Depuis l'arrivée du halo en 2018, un seul drame a été décompté. En 2019, à Spa, en Formule 2 avec Antoine Hubert. La violence du choc était tellement élevée que même le halo n'a pas pu sauver de vie cette fois-ci. Je pourrais aussi parler de toutes les critiques qu'il y a eu ensuite envers ce Grand Prix du Japon et la mauvaise organisation de la FIA. Mais ça, je pense que j'en parlerai dans une autre vidéo plus tard dans l'année. J'en ai terminé pour ma part sur cette vidéo. Évidemment, j'aurais aimé ne jamais la faire. Malheureusement, ce drame est arrivé. Maintenant, on ne peut plus revenir en arrière. C'est fait, c'est fait. Et en espérant ne plus voir ce genre d'accident en Formule 1 et même dans toutes les catégories. Nous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu plus joyeuse dans les prochains jours. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important pour moi. À la prochaine vidéo.